Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Et ici Thibaut et je suis accompagné par John. Ou John. Salut. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite. La suite des decks commandeurs de la nouvelle Capenna parce que vous l'attendiez, parce qu'il y en a plein et parce qu'on a plein de choses à dire. Et aujourd'hui on va s'attaquer au deuxième deck de notre choix. Le deck du jour c'est la sauvagerie des Rifters. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Donc le deck qu'on va aborder aujourd'hui, la sauvagerie des Rifters, donc noir, rouge, vert pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de cartes à analyser, et on va y aller sans plus tarder. Je vous rappelle qu'on va commencer par les commandants, ensuite on parlera des nouvelles cartes, et on finira évidemment avec les quelques rééditions sympathiques qui nous ont vraiment tapé dans l'œil pour ce deck. Et le premier commandant, le commandant du deck, celui qui est en tête de la boîte, c'est Enzi l'outilleur Thor. Qui est un diable et gredin légendaire 3-3 pour un noir, un rouge et un vert. Chaque sort de créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 que vous lancez a le Blitz. Le coût de Blitz est égal à son coût de mana, donc petit rappel, vous pouvez lancer ce sort pour son coût de Blitz. Si vous faites ainsi, il acquiert la célérité et quand cette créature meurt, piochez une carte, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Les coûts de Blitz que vous payez coûtent 1 de moins pour chaque fois que vous avez lancé votre commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie. Ouais, c'est agréable parce qu'en fait, déjà, on a un commandant qui est le commandant principal du deck et on va pouvoir le voir après et qui synergise vraiment bien avec le reste. Ça fait partie de ces decks où on n'a pas forcément envie de changer le commandant, mais c'est quand même agréable. Et c'est un commandant qui va être très intéressant à jouer dans le deck parce que même si le deck est un peu centré autour de son commandant, même si on se le fait gérer plusieurs fois, chaque fois que vous allez le rejouer, il va augmenter en puissance puisque pour chaque fois qu'on l'a joué, il va réduire de 1. Donc c'est un deck qui, plus le temps passe, plus il va être puissant en fait. Donc, on va avoir une espèce d'effet boule de neige grâce au commandant. Et dans ces couleurs, il va nous permettre aussi d'avoir quand même une source de pioche et une source de card advantage qui est non négligeable. Donc c'est vraiment intéressant comme carte et c'est une mécanique qui est nouvelle et qui est agréable à jouer, je trouve. Ouais, qui marche assez bien, en effet, le Blitz, j'avais cette sensation, je me disais, attends, ça risque pas d'être un peu nul en commandeur, mais c'est vrai que le fait de récupérer la carte, ça donne un vrai avantage et se dire, ah, en fait, ma créature, elle se remplace, c'est pas mal, quoi. Donc tu permets de cycler ton deck un petit peu comme ça. C'est ça. Et puis un petit point de règle qui est important, c'est quand vous faites un blitz, la carte elle est pas mise en jeu, elle est jouée, vous la castez, et donc là ça va permettre de déclencher pas mal d'effets intéressants. Ouais, en effet. Donc voilà, vous vous rappellerez de tous les effets qui font piocher quand on lance des créatures, par exemple, ou quand elles arrivent en jeu. Il y en a beaucoup, il paraît, en ce moment en vert, donc hein, voilà, c'est à la mode. Certains Eldrazi qui vont vraiment profiter de la réduction de coût et du cast, hein, on va pas se mentir, c'est pas un deck qui va jouer dans la finesse. Non, bah donc, non, voilà. On est vraiment dans la puissance brute et ça le fait bien. Le deck le fait bien, il est fait pour ça. Ouais. Ce que j'apprécie également, c'est que le commandant coûte peu cher, parce que sa capacité est quand même relativement puissante, hein. Mais s'il avait été trop cher, ça aurait été chiant en fait vis-à-vis de sa deuxième capacité de la réduction de coût. Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis le fait qu'il coûte 3 et qu'il trigger sur les valeurs de mana de 4 ou plus, c'est que ça curve quand même très bien. C'est très bien designé en fait. Ouais. On a vraiment envie de jouer le deck avec le commandant principal et ça c'est cool. C'est ça. Il y a probablement moyen de beaucoup optimiser aussi avec les coups à 4 impactant à l'arrivée en jeu, éventuellement à la mort ou à l'attaque. C'est ça qui est très intéressant. On peut jouer vraiment en mode avec des créatures qui vont être plus des toolbox, qui vont avoir vraiment des effets intéressants qu'on va réduire de beaucoup, qui vont coûter, c'est ça, 4-5, aussi bien qu'en mode énorme bête à jouer des tons qui coûtent 7-8, dont on va réduire les coûts, ou un savant mix des deux, ce que fait un peu le préco, et ça le fait bien.
Ouais, c'est beau. Ensuite, on a un deuxième commandant, donc une carte qui avait un peu fait parler d'elle quand elle avait été spoilée. Donc on a eu les Brutes de Poutreville, donc pour 4, dont un noir, un rouge, un vert, une 4-4 ogre, diable et guerrier, vigilance, célérité, et qui a engagé un adversaire ciblé dont c'est le tour, mais sur le champ de bataille, sous son contrôle. Une carte de créature non légendaire ciblée de votre cimetière, elle acquiert la célérité, incitez-la. Et au début de la prochaine étape de fin, on l'exile. Donc, dans le deck, c'est une carte qui va être complémentaire avec Enzi, mais qui va être intéressante dans le sens où elle va redonner encore un autre souffle aux cartes qui vont avoir été sacrifiées sur le Blitz. Donc, et faire encore du card advantage. Donc, même si on va mettre la carte chez un adversaire, ça va être un effet qui va être très politique. Et sachant que la créature est incitée, on va pas pouvoir l'utiliser contre nous dans une certaine mesure. Là-dessus, en fait, moi j'avais un peu la crainte en me disant ouais, mais attends, enfin de la réanimation de créatures, ça risque d'être ultra impactant parce qu'en plus il y en a qui ont des effets de TB dans le deck qui sont quand même très intéressants. Donc c'est vrai que c'est des cartes que t'as pas vraiment envie de donner aux adversaires, donc tu dois aussi faire très attention à quel type de créature tu vas donner. Et moi là-dessus j'ai quand même un doute. Je vois l'aspect synergique avec le Blitz. Et avec le fait que nos créatures partent au cimetière assez rapidement, c'est un peu l'objectif du deck. Mais en même temps, je me dis, ben oui, mais comme nous on joue Blitz, l'objectif c'est qu'on ait un impact à l'ETB, à l'attaque, ou à la mort. Et le truc c'est que du coup, si on donne ça à nos adversaires, bah en fait ils récupèrent la plus-value. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas que la force brute non plus dans le pack, il y a aussi ce côté un peu toolbox dont tu parlais, où là les créatures en fait elles ont un impact dès leur arrivée en jeu la plupart du temps, quoi. Donc bon, j'ai peur que ça donne quand même un gros avantage à certains adversaires, pour le coup. Oui, alors après, on va voir, il y a certaines créatures dans le deck qui vont vraiment synergiser avec les Brutes de Poutreville, donc notamment certaines créatures qui vont avoir des effets qui vont être globaux sur la table, des rastables, des choses comme ça quand ça arrive en jeu. Où là, bon, bah, c'est assez simple, hein, ça va être intéressant pour ça. Et ensuite, elle va être exilée au début de la prochaine étape de fin. Donc, ça veut dire qu'on n'est même pas forcément obligé d'activer la capacité sur un tour de l'adversaire et lui laisser l'opportunité d'attaquer. Ça peut aussi, on peut aussi juste trigger des effets ou tout simplement faire des alliances, hein, faire une alliance politique avec un joueur, soit qui serait un peu derrière, soit qui serait menaçant potentiellement pour nous. Et lui dire voilà, je peux t'aider à ce moment-là. Par exemple, quelqu'un qui va subir une grosse attaque, on peut lui donner en surprise des bloqueurs. Ah bah non, on peut pas. C'est un adversaire ciblé dont c'est le tour. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu la petite subtilité, effectivement, dont c'est le tour. Voilà, donc du coup, après tu peux le mettre après la phase d'attaque aussi. On peut le mettre après la phase d'attaque pour pas qu'il attaque, tout à fait. Oui, pour les bloqueurs, autant pour moi, ça ne marche pas. Ouais, effectivement. Ouais. Ça aurait été intéressant pour le coup. Ça aurait été très intéressant, peut-être un peu trop fort même. Ouais. Mais, parce que si on pouvait le faire en fin de tour, en fin de notre tour, ça aurait été un peu trop. Enfin voilà, il peut être utilisé vraiment comme une toolbox et redonner une utilité aux cartes qu'on aura blitzées avec Enzi qui nous ont déjà fait du card advantage. Donc c'est vraiment un jeu qui va jouer sur le long terme et qui va être en mode boule de neige. Plus la partie va avancer, plus on aura d'options. Donc c'est assez. Par contre, assez intéressant. Il se cumule assez mal avec le réanimateur pour le coup, vu qu'il exile les cartes qui sont... Il exile. Il exile. C'est la seule chose qui est un peu dommage. Après voilà, je pense que ça c'est peut-être une carte qui va être utilisée comme commandant alternatif sur d'autres builds. Ou alors vraiment faire un build à part orienté autour du côté agressif de potentiel du commandant, quoi. Oui, c'est ça, de le jouer comme commandant, et ça va être plutôt des listes qui vont jouer des cadeaux empoisonnés, où ce serait une version un peu trash de Zedru, où on va donner des cartes vraiment pas avantageuses, voire qui font perdre instantanément la game avec. Après voilà, dans le deck préconstruit, là, son intérêt c'est vraiment de donner des options sur le late game, je pense. Après, ça reste un bon body, hein, c'est une 4-4 vigilance célérité, c'est quand même pas ridicule. Déjà oui, tu peux bourrer quand même pas mal avec celle-là aussi. Voilà, ça reste une bête assez correcte pour son coup de mana. La créature légendaire tertiaire du deck qui ne peut pas être jouée en tant que commandant, c'est Jolene, la reine du pillage, une double référence, qui coûte 4 mana dont un rouge et un vert, c'est un humain et guerrier 2-2, et à chaque fois qu'un joueur attaque au moins un de vos adversaires, ce joueur attaquant crée un jeton trésor. Si vous deviez créer au moins un jeton trésor, à la place, créez ces jetons plus un trésor supplémentaire. Et sacrifiez 5 trésors, mettez 5 marqueurs plus 1/+1 sur Jolene. C'est une carte qui est très intéressante, qui va pas non plus synergiser de fou furieux avec le deck, dans le sens où elle a pas vraiment de TB,
Intéressant, en blitz, c'est pas une carte qui est très intéressante parce qu'elle va, bon, elle va nous faire un ou deux trésors. Au maximum, elle peut nous faire 3 trésors si on attaque les 3 adversaires en même temps, mais ça demande un setup qui est assez élevé pour ce que ça rapporte. Mm. Donc je dirais que ça, c'est pas la carte qui me fait le plus rêver dans le préco. Par contre, en tant que commandant, je pense que ça peut être une vraie dinguerie. Ouais. Dans le sens où déjà ça double la création de trésors avec tout le soutien au trésor qu'il y a récemment dans les éditions. C'est le plus 1, c'est pas un doublage, mais oui. Oui, c'est ça, c'est au moins un. Donc, bon, à part les effets qui vont créer plein de trésors en même temps, mais tous les petits spells qui vont créer un par un, sachant que quand nous on va attaquer un adversaire, on va créer du coup 2 trésors. Ouais. Donc, on a du ramp vraiment intéressant. Et bon, le petit côté mettez 5 marqueurs plus 1 sur elle, ce qui est intéressant, c'est que ça lui fait passer à une force de 7. Donc, ce qui va permettre d'être déjà à un tiers des dégâts de commandant. Il y a aussi une petite subtilité, c'est à chaque fois qu'un joueur attaque au moins un de vos adversaires. Au moins, c'est ça. Donc du coup, tu ne créeras que 2 trésors maximum si t'attaques. C'est ça. Je sais pas par adversaire que t'as attaqué, quoi. Donc ouais. C'est... Au moins un de vos adversaires. Ah oui, c'est pas une question de nombre de créatures, c'est de nombre d'adversaires attaqués carrément. Ah non, non, même pas le nombre pour le coup. Ouais, c'est juste en fait dès que tu attaques. C'est dès que tu attaques un adversaire, peu importe si t'en attaques 3 ou un seul. 1, 2, 3 ou avec autant de créatures, ouais, c'est très restrictif en fait. Voilà, tu feras que 2 trésors maximum. Mais c'est... Mais bon, c'est vraiment le deuxième effet qui va être intéressant, je pense, si on le met en tant que commandant du deck. De toute façon, voilà, le côté trésor, là, il est complètement assumé. Mais ici, alors là où sur Prosper, on était plus sur une version value trésor avec Impulse Draw. Ici, avec Jolene, on est plutôt sur une version aggro trésor. Et ça tombe bien parce que l'extension, il paraît qu'il y en a déjà pas mal dedans. Donc... Même dans le deck, on en a quelques-uns qui sont intéressants, et dont un qui va vraiment, qui pour le coup synergise vraiment avec. Donc c'est vrai que quand les deux cartes vont tomber ensemble, ça va bien marcher. Après, voilà, un peu comme les bruits de Poutreville, je pense que ça c'est plus des cartes qui vont vouloir être à la tête de leur propre deck. Ouais. Plus que de vraiment apporter une plus-value de dingue au préco. Surtout que oui, comme tu dis, la clause du premier effet est très restrictive, donc on peut vraiment pas trop en abuser toute seule. C'est un peu l'objectif, je pense, de Wizards aussi, c'est de se dire... parce que là, on parlait par exemple du fait que Jolene rajoutait plus un trésor, mais c'est vrai que en vert, il paraît que t'as légèrement vie parallèle qui existe et qui double le nombre de jetons que tu crées. T'as également puis un petit artefact qui a été édité dans l'édition qui apparemment en vert est un peu... Oui, voilà, donc... un peu borderline. Donc si on commençait à doubler les trésors à faire plus 1 et doubler le nombre de trésors que tu faisais à chaque fois que t'attaques l'adversaire, t'es là, non mais c'est fini quoi. Non, ça serait dégénéré. Non, clairement, il fallait équilibrer la carte. Surtout que Trésor devient une capacité un peu evergreen qu'on va voir de plus en plus, donc... Non, c'est bien, on a un commandant tribal Trésor dans ses couleurs, ce qui est cool. Ça change de ceux qui ont du noir et qui vont jouer systématiquement jouissant des richesses. Voilà, c'est ça. On part sur autre chose, on part sur une mécanique un peu plus aggro, et voilà, il n'y aura pas que Prosper qui va jouer sur les trésors. Ouais. Voilà. Après, en autre créature légendaire, on a une réédition, alors qu'il a, c'est pareil, elle n'est pas faite pour jouer en tant que commandant, mais qui pour le coup va très bien marcher dans le deck, c'est Etali. Encore. Etali qui est encore. Je faudrait compter le nombre de rééditions de la carte. Bon, après, c'est une carte qui est cool en multi, donc ça va. C'est dingue le nombre de fois elle a été rééditée en commandeur, en effet. C'est dans les decks systématiquement, allez vas-y, Etali. Ah ouais. Je pense qu'elle a le facteur cool qui fait qu'on en use et qu'on en abuse un peu là, carrément. Maintenant, pour le coup, dans le deck, je le comprends, étant donné que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Blitz, effectivement, ça donne du card avantage, mais ça donne aussi la célérité. Ouais. Et c'est vrai qu'Etali avec célérité, c'est une petite carte, quoi. On va pas se mentir. Il paraît que c'est généralement l'objectif quand tu joues Etali dans le deck. C'est ça. Donc ouais, mettre Etali, même si c'est pour faire qu'un coup avec le Blitz, on va faire un card avantage qui est quand même assez dingue, parce qu'on va exiler les 4 cartes du dessus, plus la pioche en fin de tour. C'est vraiment cool, sachant que ce sera fait pour 5 en moyenne si on a joué Enzik une fois. Ça rentre bien dans le deck. J'ai ma petite anecdote déjà dessus, parce qu'on a testé les decks préconstruits là en boutique, et justement il y en a un qui a joué Etali, et il l'a joué en Blitz. Et bah tout de suite t'es là, ouais mais pour 5 il a fait une plus-value assez énorme. Déjà Etali, elle fait une plus-value de base qui est quand même pas mal du tout au moment où elle peut attaquer. Mais là le fait en plus de pouvoir le faire dès qu'elle arrive en jeu, hop, et en plus après récupérer une carte quand elle meurt à la fin du tour. T'es là, oui. Et après réduit. T'es là, oui, bon donc pour 5 mana c'était en effet pas cher. Donc voilà. C'est clair.
Non, pour le coup, voilà, c'est une carte qu'on a beaucoup vue, qu'on connaît, mais qui dans la mécanique du deck est complètement logique et pertinente. Un autre commandant qui est réédité dans le deck, c'est Kresh aux nattes sanguinolentes. Alors lui, il date un peu plus, hein, c'est l'un de ceux qui était dans Alara, on vous en avait parlé avec Mogen dans la précédente vidéo, c'est voilà, on a ces commandants d'Alara qui ont été parfois remis dans les decks. Bah ici, il est complètement adapté, Kresh, hein, parce que il aime bien quand les créatures meurent. C'est ça. Bah, Lui, voilà. il se nourrit de la mort des autres créatures, il va grossir assez vite, hein, parce que qu'un crèche qui est pas géré, globalement, ça va avoir énormément de marqueurs dessus. Le seul regret que j'ai sur Crèche, c'est que ça a un peu vieilli, dans le sens qu'à l'époque d'Alara, c'était sympa. Il lui manquerait une petite capacité d'évasion quand même. Ouais. Un petit piétinement ou de quoi lui donner quelque chose. C'est très brutal, c'est très puissant, mais il faut le faire passer. C'est son seul défaut. Après, oui, dans le deck, ça synergise évidemment bien. Ouais. Et en plus, il y a certaines cartes du deck qui vont tenir en compte des forces des créatures pour certains effets. Exactement. Et alors là, c'est banco avec lui. Et comme on essaie justement de cheater des grosses créatures en jeu, bah Kresh il est parfait. Après, il est parfait, non blitzé. Le but c'est de le garder en on-board lui quand même. Voilà. Oui, lui on veut pas le blitzer, sauf setup très particulier, mais non, lui il va accumuler de la value sur le temps et s'il est pas géré, il va mettre des baffes monumentales. En fait, je trouve presque mieux même que Jolen et les brutes en tant que commandant secondaire du deck, vraiment. Il y a ce côté très synergique avec le blitz qui fonctionne bien. Oui, on va dire qu'il, contrairement aux brutes et à Jolene qui vont rapporter des cartes qui sont principalement puissantes, mais qui n'ont pas non plus de grosse synergie avec le deck. Oui, Kresh, lui, il est clairement dans le thème. Ouais. Il est complètement dans le thème, en fait. Donc voilà. Et ceux qui veulent se monter un deck Kresh, bah voilà. Vous l'obtiendrez dans ce deck préconstruit en plus. Avec une bonne flopée de cartes qui rentreront dans Kresh aussi. Donc, en plus. Oui, effectivement, ça reste une bonne base si vous voulez monter un deck Kresh. On va maintenant parler des nouvelles cartes. Il paraît qu'on a beaucoup de choses à dire. Puis je vais te laisser commencer. Il y en a des biens, donc on a tripoté de cartes qui vont se synergiser de façon intéressante avec le commandant. Donc on a le meurtrisseur Beuglar par exemple, ogre et guerrier pour 5, dont un noir. Et donc au début de notre étape de fin, chaque joueur va perdre 4 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie une créature non jeton. Donc nous, sacrifier des créatures non jetons, sachant que ça va trigger exactement au même moment que le sacrifice du Blitz. Ouais. En fait, on va pouvoir choisir lequel on va sacrifier. On va décider tout simplement de sacrifier une créature qui devait mourir à cause du Blitz sur le meurtrisseur Beuglar pour ne pas prendre nos 4 PV. Les adversaires, eux, vont devoir faire un choix, sachant que le deck est quand même relativement agressif, donc 4 PV, donc, c'est un deck comme ça commence à s'accumuler assez vite. Et donc ça va permettre en fait de faire un effet qui est censé être sur toute la table et qu'on va rendre unilatéral de par le deck en fait. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est un moyen de contourner en fait les règles du blitz, ou plutôt de les tourner à notre avantage de manière à esquiver ce genre d'effet quoi. C'est ça. Et sachant que la pioche sur le blitz fonctionne. Oui. Quelle que soit la source du sacrifice en fait. Si on sacrifie une créature qui a blitzé sur autre chose que la capacité déclenchée de blitz à la fin du tour, on piochera quand même. C'est pas un problème. Si elle meurt au combat, c'est la même. Enfin voilà, c'est le genre de chose qui fait en fait que le blitz c'est vraiment fort aussi. C'est que c'est pas uniquement quand tu la sacrifies au début de l'étape de fin que tu pioches ta carte. Sinon ça aurait été vraiment très mauvais. Clairement. Voilà. Non, c'est très bien, c'est wordé de la bonne façon en fait. Donc voilà, on aura tous ces types d'effets en fait qui vont demander des sacrifices, qui font que nous en fait on va les alimenter avec des créatures qui vont déjà se remplacer d'elles-mêmes et qui devaient se sacrifier de toute façon. Ouais, le meurtrisseur ici, il fait aussi partie de ces créatures comme Kresh en fait que vous allez évidemment pas blitzer. Là c'est la partie soutien à la stratégie, hein, bien sûr. Même si vous voudriez probablement l'avoir pour moins cher, parce que mon 5 mana, c'est quand même un petit coup, hein. Je veux dire, le pack, on espère qu'il aura commencé à faire des dégâts bien avant. Mais là, c'est un peu un moyen aussi d'insister, en fait, de continuer à pousser l'avantage que vous pouvez avoir. Ça peut être une créature qu'on va blitzer vraiment sur la fin de partie, quand ils font finir des joueurs qui sont très bas en point de vie, qu'on va la payer pour pas cher, parce que ça reste une 4-6 qui va avoir la célérité avec le blitz. Donc ça peut être une source de gros dégâts, mais oui, globalement, on va vouloir accumuler des dégâts et faire son effet sur plusieurs tours, en fait. En dehors de ça, en fait, en dehors du deck, je pense que dans les jeux, en effet, sacrifice, dans les jeux éventuellement aristocrates, c'est le genre de carte qui peut être intégré, mais le coût me dissuade pas mal pour
pour la mettre dans ce genre de deck en fait. Parce que je me dis à 5 mana, généralement ces decks là ils tournent sur des coups un peu plus bas et plus efficients pour le coup. Donc, ouais. Et surtout que là pour le coup elle est intéressante parce que le choix qu'elle laisse, parce que comme on dit, hein, une carte qui laisse un choix à l'adversaire, il va toujours prendre le choix le plus handicapant. Maintenant, comme on est dans un deck qui se veut quand même relativement agressif, bah, les 4 points de vie vont avoir un sens. Et vraiment, que sur des decks qui vont être un peu plus lents, 4 points de vie sur une base de 40, si vous n'avez pas un deck qui est très agressif, ça va pas être assez impactant. Là, on va mettre quand même d'une grosse pression au niveau des PV adverses, donc c'est là où elle va prendre son sens. Ouais. Mais peut-être, dans Meren, je le verrai bien dedans en fait. Mais Oui, ça va être... voilà. Dans d'autres decks, ça va être plus compliqué. Aristocrate, étant donné qu'on a tendance à sacrifier pas mal de jetons, c'est un peu un souci, donc voilà. Mais à voir si vous pensez à certains commandants qui pourraient être intéressants avec le meurtrier. Comme Ayara, par exemple, on va pas vouloir le jouer parce qu'on a autre chose à faire de notre créature, en fait. Ouais. Alors, ensuite, on a le racket de protection, un enchantement noir également, qui coûte 3 mana, et dont un noir. Et au début de votre entretien, répétez le processus suivant pour chaque adversaire dans l'ordre du tour. Révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Ce joueur peut payer un nombre de points de vie égal à la valeur de mana pour cette carte. S'il fait ainsi, exilez cette carte. Sinon, mettez-la dans votre main. Ouais, ça fait partie des cartes qui ont un très bon power level du préco. Ouais. Et qui, au-delà de ça, sont très adaptés dans le préco, parce que malgré tout, on a une curve qui va être assez haute, puisqu'on va la réduire avec le commandant. Et un peu à la façon de certains decks ninja qu'on ne citera pas, on va pouvoir mettre des très très grosses baffes sur ce qu'on va révéler sur le dessus de la bibliothèque. Quand on va commencer à révéler des coups à 7, 8, 9, l'adversaire va pas toujours vouloir nous le donner, et en multijoueur on va le faire 3 fois l'effet, quoi. C'est-à-dire que si personne ne paye de points de vie, parce qu'on est sur une phase de la partie où on a commencé à savonner gentiment les points de vie et que tout le monde est assez bas, si les gens peuvent pas payer, on a pour 3 une carte qui va potentiellement peut-être nous mettre 3 cartes dans la main, quoi. C'est extrêmement fort. Alors c'est sûr que dès que c'est un land, le land on va jamais nous le donner. Hein. Ouais, ça c'est l'inconvénient. Oui et non, parce que sur certaines phases de la partie on n'a plus envie de piocher des lands non plus, donc bon, ça peut filtrer un petit peu. Ouais. Mais non, c'est très très fort comme carte. C'est vraiment très très fort. Alors, je vais aller un peu loin dans ma réflexion, mais attention, accrochez-vous les viewers. Mais je me demande en fait si ça vaut pas plus le coup que Phyrexian Arena. Mais complètement. Pour moi, c'est 30 fois mieux que Phyrexian Arena. Je veux dire, c'est 30 fois mieux que Phyrexian Arena. Et alors, il y a les decks où ça va être monumental. Dès que vous allez pouvoir. Alors, je sors un peu du cadre du préco, mais c'est pour la puissance de la carte. Si vous avez des decks qui manipulent un peu le dessus de la bibliothèque ou quoi, c'est formidable. Hein. Si vous aimez la toupie, voilà. Ouais, voilà, ce genre de petite bête, c'est impressionnant comme carte. Et surtout que ça met les cartes dans la main, ça ne pioche pas. Oui. Ça va contourner pas mal d'effets. Et non, je pense que ça c'est une carte dont on va entendre parler dans les decks et qui, comme tu dis, va remplacer certains staples comme Phyrexian Arena ou d'autres piocheurs en noir. Après, le problème c'est qu'on laisse toujours l'option l'adversaire aussi. C'est-à-dire que j'ai aussi ce petit souci, c'est que dans les decks qui ont tendance à s'optimiser aussi à plus haut niveau, hein, je parle des niveaux 8 et éventuellement CEDH, bon je pense qu'en CEDH c'est mort comme carte. Non, en CEDH non, parce que c'est beaucoup trop lent. Mais même à niveau 8 en fait je me dis, on a tendance à optimiser notamment pour que les coûts soient relativement bas, sauf certains decks. Donc raquette de protection ça va souvent être, écoute, est-ce que tu prends 3 ou 4 pour éviter que je pioche cette carte ? Et vu que quasiment toutes les cartes à haut niveau ont généralement un impact assez fort dans la partie, et la plupart du temps à tous les moments de la partie, c'est quand même l'objectif, je pense que le racket, il risque de grignoter un peu quelques PV, mais aussi de nous enlever des ressources assez importantes, quoi. Ça rentre pas partout, clairement. Ouais. Mais dans les decks où ça va rentrer, comme j'ai dit, hein, Yuriko par exemple, la question pas trop. Dans les decks où ça va rentrer, ça va être très très bien. Après, clairement, c'est pas pour des decks ultra rapides en début de partie avec des petits coups de mana, ou pas pour des decks qui vont vouloir jouer des combos, parce que là, l'adversaire il va exiler une pièce de combo et casser la combo, ça sera pas jouable. Par contre, dans des decks très agressifs, là, c'est parfait. Soit on va grignoter les points de vie de l'adversaire, soit au bout d'un moment il n'aura plus l'option de payer. Non, c'est vraiment intéressant. J'y pense éventuellement, mais les decks burn également. Tous les decks burn, Slug aussi, hein. Groupe Slug, oui, en général.
Dans un Mogis, ça Oui, c'est voilà. génial. Ah oui, dans Mogis, oh là là, mon dieu. Oh, j'ai des frissons Ouais, rien qu'à y c'est penser. Euh, Mais ouais, clair. ça marche très bien ça aussi. Donc, je pensais d'ailleurs à une carte. Comment elle s'appelle encore? Réflexion de blessure? Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Il va devoir payer 2 fois le coup. Ouais. Donc tu es là. Et- Ouh. Ah oui, ça fait mal. Ouais, Hein. c'est ça. Ça rentre pas partout, mais ça rentre dans suffisamment de decks pour qu'on ait une Mm. carte qui devienne un bon staple sur l'extension. Ouais. Derrière, on a une autre nouvelle édition qui est intéressante, donc la Vague de Rat. Créature rare, comme son nom l'indique, pour 3 et 1 noir. On a une 4-2 piétinement. Quand elle meurt, s'il a infligé des blessures de combat à un joueur ce tour-ci, on la renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Et donc elle a nativement un blitz à 5 dont un noir. Sachant qu'avec le commandant, on va avoir plutôt tendance à le jouer pour le blitz alternatif du commandant. Bah ça va rentrer dans toute la ligne de toutes ces créatures comme l'exécration de sang, le venge-vigne, tout ça. En fait, c'est des créatures qui vont revenir et revenir et revenir et qui vont tout simplement donner des ressources au deck. Et surtout avec le blitz, en fait, elle va revenir remourir avec la capacité de blitz qui va nous faire piocher. Et donc là, c'est pareil, en fait. Si on se débrouille bien et qu'on a réussi à relancer la machine, la Vague de Rat, on va avoir tous les tours une 4-2 piétinement, enfin, tous les tours. On va avoir le premier tour une 4-2 piétinement célérité qui va pouvoir blesser, nous faire piocher une carte, revenir, et qui du coup sera à notre prochain entretien, qui va pouvoir réattaquer. Si elle meurt, elle reviendra, et ainsi de suite. Donc, avec des cartes comme le meurtrisseur Bugler qu'on a vu au début, c'est génial. Je me la suis prise en préconstruit et ça fait mal. Hein. Tu te rends pas compte au début, t'es là, ouais, c'est une 4 de piétinement, elle va mourir, elle revient, d'accord. Ouais, mais le souci, c'est qu'elle revient quasiment tout le temps, quoi. À 4 de force. 0 en fait. Ouais, c'est. C'est à 4 de force, ça piétine, c'est. Pour moi, tu peux envisager de la jouer dans les jeux aristocrates et les jeux sacrifices aussi. Hein. Ouais, t'es là, hop, tu la sacrifies derrière pour piocher, récupérer la carte, ensuite derrière, t'es là. Mais en fait, ça tabasse sévère et à chaque fois, tu vas te tourner vers le joueur qui a soit les plus petites créatures, parce qu'il serait obligé d'en perdre beaucoup pour tout bloquer, et du coup, pour pas que le rat revienne. Soit qui pourra pas bloquer tout court, quoi. Donc t'es là, oui, ça revient, encore et encore et encore. Dans ces jeux qui veulent rejouer les créatures de leur cimetière à tous les tours, parce que souvent les jeux aristocrates on va avoir des créatures qui vont revenir toutes seules, ça en fait encore une de plus, et l'accumulation fait que ça devient ingérable. Non, c'est une très très bonne carte. Et le fait qu'elle ait le blitz natif, c'est-à-dire que même dans le cas où, pour une raison X que vous n'avez pas votre commandant, ou vous jouez dans un autre deck où le commandant ne permet pas de blitz, elle va faire encore plus de card advantage. Parce que déjà de base, le blitz tu donnes la célérité, parce qu'il évite qu'on se la fasse gérer avant qu'elle puisse attaquer. Plus la pioche au sacrifice et qu'elle revient, en fait, c'est-à-dire que de base, si vous la jouez pour le coup de blitz, c'est qu'il n'y a pas d'interaction en instant, vous faites du 3 points, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Je viens de penser à une idée à la con. Connais-tu le Seigneur Ogre des quartiers insalubres? Oui. Ce qui donne le contact mortel à tous les rats, lui aussi. Ouais, c'est ça, et avec ça marche bien. Hein. Surtout que derrière, notre rat meurt, donc du coup, on fait un rajeton grâce au Seigneur. C'est ça. Ah, pourquoi il est pas légendaire, là, cette vague de rats? Ça aurait été génial. Ça aurait peut-être été un peu trop, même. Ouais. Ah non, c'est pareil, des petites cartes qui payent pas de mine, et qui, en fait, on a rajouté, c'est vraiment, il y a cet effet, cette sensation d'effet boule de neige dans le jeu, que chaque carte va rajouter, jusqu'à ce qu'à un moment, là, on atteint une masse critique qui devient ingérable, quoi. Ouais, c'est l'impression que j'ai eu également en me le prenant en face. Ça a été régulièrement ce préconstruit. Il faut gérer et encore gérer. Et peut-être que t'auras la paix. Il fait un card advantage de fou, en fait. Nombre de petits pioches dans le deck, c'est incroyable. On passe au rouge maintenant, aux nouvelles cartes avec l'avancée industrielle. Un enchantement qui coûte 4, dont un rouge. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier une créature. Si vous faites ainsi, regardez les X cartes dessus de votre bibliothèque. X étant la valeur de mana de cette créature. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors pareil, j'ai vu cette carte, je l'ai relu 2 fois. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable, ça fait partie de ces petites cartes qui sont géniales.
surtout sur un deck comme celui-là qui joue beaucoup de créatures, beaucoup de grosses créatures. En plus, ce qui paraît, on a un commandant qui réduit les coûts. Donc, en fait, la valeur de mana qu'on va checker sur la résolution de l'avance industrielle, c'est pas du tout ce qu'on va payer, donc c'est vraiment intéressant. Ne serait-ce qu'avec les créatures qui ont un blitz natif plus bas que leur coût de mana, c'est génial. Et il n'y a pas de restriction sur quelle créature on peut mettre en jeu. C'est le nombre de cartes qu'on va regarder. Maintenant, si sur les 3-4 cartes, parce que vous avez pu sacrifier une petite bête que vous regardez, il y a un énorme ton, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. Donc c'est très puissant comme effet. Ouais. C'est vraiment puissant. Et en plus, ça trigger au début de l'étape de fin. C'est même pas un effet où, comme avant, on devait attendre que le tour revienne à nous en laissant potentiellement de la gestion. Non, vous pouvez très bien jouer à votre deuxième phase principale, finir votre tour, sacrifier une bête et directement attaquer dans le gras avec ce que vous avez révélé. J'aime beaucoup. Je suis extrêmement étonné de la puissance de la carte, parce que bon, il n'y a aucune restriction sur le type de créature que tu peux... Enfin, sur la valeur de mana de la créature que tu peux mettre sur le champ de bataille, quoi. C'est génial. On révèle, je sais pas, au hasard, un Avenger of Zendikar, il arrive, quoi. Pas un souci. Ouais, tout ça parce que t'as sacrifié un Solemn Simulacrum, par exemple. Et là, ok, d'accord, bon, tout va bien. Après, ça me fait revenir encore une fois sur cette fameuse synergie avec tout ce qui permet de contrôler le dessus de la bibliothèque. C'est quand même dingue d'avoir autant de cartes, du coup, qui synergisent autant avec... Enfin, du moins, ces deux enchantements dont on a parlé. Mais... Du coup, ça veut dire que les jeux qui veulent jouer avec le dessus de la bibliothèque peuvent envisager avancée industrielle à partir du moment où ils jouent pas mal de créatures, bien évidemment. Mais voilà, c'est... Waouh. Après, c'est même si on la sort un peu du préco, c'est des cartes qui vont synergiser avec tellement... qui vont redynamiser pas mal d'anciens commandants ou d'anciennes mécaniques. On pense à le Feldon de la 3ème voie, avec ça c'est génial, parce que les jetons copies qu'il fait ont un coup de mana, donc alors là ça devient sublime. Et je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à s'amuser à jouer des attaques furtives à côté de ça, et là ça va être une catastrophe. C'est ça. Donc non, c'est vraiment une carte qui est un power level très intéressant, et heureusement est en rouge et pas dans d'autres couleurs. Mais non, c'est puissant, et dans ce deck là ça rentre très très bien, que ce soit au niveau du timing par rapport aux règles, au niveau de la mécanique, au niveau de la réduction de coût du commandant. Voilà, ça fait plaisir parce qu'on a des précos avec des cartes vraiment synergiques. Ouais. Ensuite, après ça, on va avoir toujours en rouge, l'agresseur du Medio. Donc pour 5 non 1 rouge, une créature Viachino et Gredin 3-3, qui, à chaque fois qu'il attaque, on va exiler la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur, et on peut jouer ses cartes ce tour-ci et dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ses sorts. Et il va avoir le Blitz pour 3, donc 2 et 1 rouge. Mais c'est Tali en plus petit. Voilà, c'est ça, c'est un mini Etali qu'on peut payer pour 3 et qui va nous faire, qui va avoir la célérité intégrée, plus le... Alors après, voilà, il y a une petite restriction dans le sens où on doit payer les cartes et c'est que ce tour-ci, donc ça va être plus une carte de middle, voire late game, mais maintenant si on arrive à réduire les coûts suffisamment avec le commandant pour le jouer à 2, voire à 1, sur vraiment du late game, on est sur un effet très très puissant, quoi. Ouais. Ouais, parce que tu te dis, je paye un mana rouge pour l'avoir en célérité, et puis derrière j'ai encore 6 ou 7 mana d'open. C'est ça. Je pense qu'on va réussir à récupérer les meilleures cartes des adversaires. C'est ça. Et alors là, je reviens sur la carte d'avant, mais voilà, on a l'exemple d'une carte qui coûte 5 et qu'on peut jouer en blitz pour 3. Donc, voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte que les blitz qui ont un coût inférieur à leur coût de mana, ils vont pouvoir permettre de trigger d'autres capacités à côté. Et avec Ozzy le commandant, en fait, on arrive facilement à réduire ses coûts de blitz naturels, donc sans avoir à faire le coût que Enzi propose, mais juste en se disant, c'est bon, il coûte 3, non, avec Enzi, il coûtera 1 de moins déjà, ou 2 de moins. Oui, parce que Enzi ne réduit pas que ses coups de blitz à lui, il réduit tous les coups de blitz. Donc, on va très très vite commencer à jouer l'agresseur pour 1. C'est une carte de late game, mais une carte qui va pouvoir vraiment faire la différence en late game. Ouais, une bonne carte de plus-value. Je sais pas si je la jouerai dans beaucoup de decks par contre derrière. À part peut-être juste des decks qui veulent prendre le contrôle des permanents adverses, enfin du moins avoir des cartes qu'ils ne possèdent pas sous leur contrôle. Oui, ou bon, après comme un card des cartes d'édition, ça peut être joué dans Prosper. Mais c'est vrai. Mais non, c'est assez spécifique. C'est une carte qui est bien dans le deck. Et, elle a été éditée dans le préco commando pour ça. Mais oui, après c'est assez restrictif dans d'autres decks.
À voir dans les decks à plus haut niveau, est-ce que le Blitz à 3 peut être intéressant, mais j'ai un doute. Ouais, je suis pas trop J'ai sûr, un en doute. effet. On aurait été sur un 2 natif, bon, c'était un peu trop fort, j'aurais dit pourquoi pas. À voir. Je pense qu'il y a des gens qui vont trouver des petites listes où le caler. Mhm. Le fait qu'il soit gredin, il est pas dans les bonnes couleurs, donc pas super intéressant. Ouais, il y a des choses. Par contre, encore une fois, c'est voilà, ça exile de la bibliothèque de chaque joueur, donc on est toujours dans cette logique que si on manipule dessus dans une bibliothèque, ça devient intéressant. Donc, Oui, il y a aussi. des pistes d'amélioration du préco Mhm. qui sont assez intéressantes, je pense. Un autre enchantement rouge, et bah décidément, c'est la pluie de richesse qui coûte 5 dont 2 rouges, et quand elle arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons trésor. Le premier sort que vous lancez à chaque tour pour lequel du mana d'un trésor a été dépensé pour le lancer à la cascade. Donc je rappelle la cascade, quand vous lancez le sort qui est la cascade, vous exiliez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous que vous exiliez une carte non terrain d'un coût inférieur. Vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana, et vous mettez les cartes exilées au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Voilà, bon, je propose qu'on passe ce que tout le monde se dit. Oui, c'est fort dans Prospère, c'est pas la question. C'est fort dès qu'il y a des trésors, surtout. Enfin, c'est... Oui, voilà. Et Waouh. c'est. Alors, on repart dans le sous-thème trésor. Mhm. Pareil, on a une carte qui est très très forte. Donc déjà, de base, elle rampe nativement, ce qui dans notre deck va être très intéressant puisqu'on va voir qu'on va avoir quand même des coûts assez élevés qu'on va vouloir cheater grâce au commandant. Maintenant, c'est toujours agréable d'avoir des plans B si jamais le commandant est géré d'une façon ou d'une autre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la gestion où il repart en zone de commandement. On commence à avoir pas mal dans les précos des petits enchantements qui vont gérer le laisser sur table en lui enlevant ses capacités, donc ça va être un peu chiant. La pluie de richesse, ça offre un très bon plan B. Parce que quand on va commencer à caster en craquant un trésor des très grosses bêtes, leur donner la cascade, c'est vraiment un effet qui est puissant. Et on va avoir d'autres cartes dans le deck qui vont nous permettre de repopper des trésors, dont Jolene. Là pour le coup avec Jolene, ça marche très très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est elle la carte dont je parlais qui synergise à fond. Ça c'est évident que c'est un commandant, enfin c'est une carte qui va avec ce commandant, et si vous jouez Jolene, pardon, petit abus de langage, si vous jouez Jolene, vous allez forcément jouer plus de richesse parce que c'est exactement ce que vous voulez faire, quoi. Donc, c'est très très fort, plus de richesse. Après, il va falloir trouver les jeux trésors qui peuvent jouer autour. On a parlé de Prosper, il y a Magda également, qui permet de le faire. Attends. Oui, Magda, je me trompe pas. Oui, Magda qui va jouer avec les artefacts voilà. Et qui va aimer avoir pas mal de trésors sur table. Ça fonctionne bien quand même avec le Blitz de manière générale aussi, parce que comme le Blitz c'est la plupart du temps un coût inférieur au coût de cast, c'est... oui, c'est ça, sur la cascade, vu qu'on caste le sort et qu'on check sa valeur de mana, ça marche très très bien. Non, c'est encore une fois, on a une carte qui est très synergique dans le deck, qui propose des plans alternatifs, c'est bien fait. Derrière, toujours dans toute la série des enchantements rouges intéressants, on va trouver la guerre de territoire. Donc pour 4 incolores et un rouge, un enchantement qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, pour chaque joueur, donc nous y compris, on va mettre un marqueur contesté sur un terrain que ce joueur ciblé, que ce joueur contrôle. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à un joueur, si ce joueur contrôle au moins un terrain avec un marqueur contesté, le contrôleur de cette créature acquiert le contrôle d'un de ces terrains de son choix et le dégage. Alors là, c'est pas une carte qui, comme les deux autres enchantements, va avoir un power level de fou furieux. Maintenant, ça fait partie de ces cartes qui, sur des niveaux auxquels on va jouer les précos, sont super cool parce qu'elles vont rajouter une espèce de petit mini-jeu dans la partie qui est de voler les terrains adverses, en fait. Parce que dès qu'on va attaquer quelqu'un qui a des terrains, on va le voler, et s'il y a quelqu'un qui va commencer à voler 1, 2, voire les 3 terrains de ses adversaires, il va se mettre une cible sur la tête, puisque n'importe quel joueur qui va attaquer va récupérer les terrains, dégager et se faire une plus-value pour la suite du tour. Ouais, c'est intéressant comme dynamique, je trouve. On a ce côté, du coup, où tu vas avoir... Tu peux récupérer du mana. Oh mon dieu, je peux récupérer du mana en plus chez les adversaires, quoi. Mais derrière, tu te mets une target. C'est ça. Par contre, c'est une carte qui va être très intéressante sur, on va dire, les joueurs de deck un peu agressifs qui vont avoir une petite dent contre les decks au hasard, les decks contrôle qui vont jouer beaucoup de contre-sorts et tout. Si vous arrivez à mettre ça sur la table et que vous avez un adversaire qui joue pas beaucoup de créatures, qui va pas avoir le moyen, un petit peu à la façon du monarque, de pouvoir vous attaquer et de récupérer ces terrains, là vous allez carrément faire du vol pur et dur de terrain, et c'est quand même assez violent, quoi. Donc ça reste une très bonne façon d'attaquer les jeux contrôle, les jeux stacks.
même si je pense que le coût est un peu élevé pour aller à des niveaux auxquels on va jouer Stax. Mais ouais, c'est une carte qui est intéressante et qui va redynamiser une partie qui parfois pourrait être un peu bloquée ou un peu molle. Ça rajoute un petit mini-jeu qui est très cool. Voilà, c'est une carte qui est plus sur le facteur cool que sur la puissance intrinsèque. Ouais, je suis assez d'accord en effet. Après, je me demande s'il n'y a pas moyen de l'utiliser un peu contre les jeux aggro en fait. En leur mettant en fait un tel avantage sur la table que tu te dis bah oui, c'est bon, tu peux récupérer les terrains, il récupère les terrains et en fait les adversaires peuvent se liguer un peu contre lui. Alors que techniquement c'est toi qui as lancé la carte à la base. Ouais, ça pourrait être joué dans des jeux un peu politiques en disant voilà, si vous commencez à être trop agressif, bah, vous allez vous punir tout seul en fait. Oui, ça peut être aussi une autre façon de le faire. Oui, c'est clairement une carte qui a un potentiel politique. Ouais. C'est très particulier comme carte. Ouais, c'est les jeux 5 couleurs bizarres qu'on va trouver dans les tréfonds des tournois. On passe au vert maintenant avec un nouveau véhicule, encore un. Le taco délabré qui coûte 3 mana dont 1 vert, c'est un artefact véhicule qui peut devenir une étoile 5 qui a le piétinement. La force du taco délabré est égale à la valeur de mana la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Il a le pilotage pour 3, donc 3 de force pour le piloter. Il a également récupération pour 3, dont 1 vert. En gros, vous payez 3, vous l'exilez depuis votre cimetière et vous mettez un nombre de marqueurs +1/+1 égal à sa force sur une créature ciblée. Et vous pouvez le faire uniquement en rituel. Je suis très étonné de voir la récupération comme ça d'un coup. Mais bon. Oui, c'est un peu de nulle part, mais ouais, petit point de règle que j'anticipe, une carte qui a étoile, sa force est définie dans toutes les zones. Donc la récupération, on va regarder du coup la valeur de mana la plus élevée parmi les créatures qu'on contrôle, même quand elle est au cimetière. Ouais. Ça on démystifie un peu le point de règle, elle fonctionne bien avec elle-même, ils créent des cartes qui fonctionnent, ce qui paraît. C'est intéressant. Alors, c'est pas hyper synergique en soi avec le commandant, dans le sens qu'on peut pas blitzer un véhicule puisqu'il n'est pas une créature dans la main. Maintenant, par contre, le pilotage va permettre d'utiliser les créatures qu'on blitz pour la piloter, sachant que quand on blitz une créature, en général, c'est une carte qu'on va payer moins cher que sa mana value. Donc du coup, la force du taco délabré va être supérieure à ce qu'on paye. Je vois un peu l'intérêt. Et la récupération, c'est toujours un bon bonus à avoir dans le cimetière, parce que quand on va faire un blitz assez élevé, se dire qu'on a l'option de faire la récupération sur la créature qu'on vient de blitzer, qui est assez héritée, soit sur autre chose qui est là pour rester sur la table. Petite toolbox intéressante qui permet de faire des trucs sympas, ou qui permet tout simplement de faire un peu la blague avec des commandeurs alternatifs. Je veux dire, pour les gens par exemple qui vont vouloir jouer crèche en commandant, bon bah là vous êtes pas mal, parce que quand on commence à avoir un crèche qui commence à dépasser les 21 de force, à ce qui paraît, ça devient dangereux. Bah après, le problème c'est qu'elle gagne en force en fonction de la mana value, pas de la force. Oui, non, c'est ça, mais bon, elle va rapidement rajouter 6 ou 7 marqueurs. Oui, bien sûr. On n'est pas sur les 21 d'un coup, mais 6 ou 7, D'accord, oui, tu pensais à ça, le réutiliser pour augmenter encore crèche. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, non, c'est pas un one shot, mais bon, ça peut faire des gros boosts pour 3 quand même. Pour 3, quand on commence à rajouter +5 au minimum en marqueur qui reste, c'est. Ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que tu parlais des créatures blitzées qui pouvaient piloter le taco, je pense qu'il y a encore mieux, c'est qu'en fait, Enzi a 3 de force. Donc le commandant principal peut piloter le taco, et derrière, on peut blitzer en plus une créature. Et ça évite de devoir attaquer avec le commandant. Donc, comme ça, tu peux attaquer avec la créature et le taco qui aura un boost en fonction de la mana value de la créature. Ouais, exact. Le pilotage est adapté. Ouais. Et ça fonctionne pas mal. Encore une fois, on sent le côté agressif quand même, là du deck aussi. Ouais, et puis bon, ça met des tartines quand même, parce qu'on est sur une carte qui va avoir une moyenne de 5 de force au minimum, qui a le piétinement. C'est pas cher. Et au-delà de ça, c'est le fait d'avoir quand même un véhicule dans le deck, c'est plutôt cool, dans le sens où on est un deck aggro qui va vouloir mettre de la créature sur la table. Les véhicules, ça permet de rebondir un peu plus vite après une brasse, tout simplement. Ouais. Quand on a un véhicule qui a potentiellement une grosse force sur la table, qu'il y a un mec qui va faire un gros rastable et qu'après ça revient à nous avec une table qui a été nettoyée, on fait un blitz et on peut faire des phases d'attaque à 10-15 relativement facilement, et je trouve qu'entre ça, les différents enchantements qui vont faire vraiment de la plus-value dans le deck a une certaine résilience quand même. C'est ce qui est assez cool. Après, on va trouver la gardienne de Kaldaya, un humain et soldat 4-3 pour 4 dont un vert.
Qui va nous dire qu'à chaque fois que la gardienne de Kaldaya ou une autre créature qu'on contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 meurt, on va créer 2 jetons de créature 1-1 vert, blanche et citoyen. Et elle va avoir un blitz à 3. Ok. Donc, ouais, on reste dans la mécanique, on reste dans la stratégie. Donc elle va vraiment nous proposer du jeton, potentiellement en nombre assez conséquent selon les boards qu'on va avoir. Et encore une fois, elle a un blitz natif, donc ce qui va être très intéressant avec le commandant, parce qu'un blitz à 3, il va très vite se réduire à 2, voire à 1. Quand on commence à jouer une 4-3 célérité qui va laisser des tokens derrière elle pour 1, moi, très agressif. Selon les situations, j'aimerais ne pas la jouer en blitz, je t'avoue. C'est la jouer Oui, pour après, 4 et après, te dire... voilà, c'est la synergie et qu'elle va nous principale du deck, générer, quoi. Cette valeur de ça. mana à 4 et plus. Donc, ouais. C'est ça. Ouais, non, c'est ça qui est beau, c'est ces cartes qui ont le double emploi, quoi. On peut les utiliser vraiment avec le blitz en mode all-in et elle va se remplacer et laisser quelque chose derrière ou faire un card advantage, aussi bien qu'elle va pouvoir être utilisée comme moteur. Donc c'est cette espèce de puzzle du deck qui est intéressant de savoir, j'ai ça en main, quelle stratégie j'adopte, quoi. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors après, voilà, elle laisse que des tokens 1-1, entre parenthèses. On a énormément de synergie avec les tokens dans le deck, mais bon, quand on commence à les accumuler, quand on commence à avoir 6-8, ça fait la blague, hein, sur table. Bah, en fait, ça permet de recycler éventuellement notre stratégie Goto, en go wide, là-dessus. C'est ça. Donc passer des grandes créatures à une nuée de petites créatures. Donc ouais. Ça peut faire la différence. D'ailleurs, ça peut quand même faire la différence aussi de manière générale dans un deck après un Rasborn. Hein, quand t'as l'habitude de jouer les grosses bêtes. Ouais, et là, oui, okay. et puis ça demande aux adversaires de diversifier un peu leurs interactions, parce que sur des adversaires qui ont que des interactions très ciblées, si on commence à leur proposer beaucoup de tokens, c'est un peu plus compliqué, quoi. Là, on va forcer le rastable. Et comme on l'a vu, hein, on a quand même pas mal de cartes à côté, que ce soit les enchantements, certains artefacts, les véhicules, qui font qu'au final, le rastable va parfois être pas forcément aussi impactant pour nous que pour d'autres decks qui se voudraient un peu plus aggro, quoi. Et comme on a dit, hein, notre commandant, on n'a pas peur de se le faire virer et de le rejouer, au contraire. Donc ouais, c'est pareil, ça s'intègre dans une mécanique globale qui est vraiment cohérente. C'est assez agréable la façon dont ça a été buildé. On sent qu'il y a une vraie réflexion derrière le build du deck. Ouais. Parlons maintenant du premier intervenant, une créature ogre et citoyen qui coûte 4 mana, dont un vert, c'est une 3-3, qui a la vigilance, et au début de votre étape de fin, vous pouvez renvoyer une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, puis mettre un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la force de cette créature sur le premier intervenant. J'ai l'impression qu'il y a une synergie avec le Blitz. Ah ouais, non, il est formidable celui-là. Ouais, ça a l'air d'être pas mal du tout, quoi. C'est, je veux dire, hein, sur les créatures qu'on a déjà vues tout à l'heure, hein, mais on met ça avec un Italie en Blitz. Oui. ça devient assez funky quand même. Ça nous laisse des options en fait, c'est pareil, ça nous permet des plans, d'autres plans. Sachant que lui en plus va grossir, hein, il va pas être que une utilité, il va grossir assez fort. Voilà, encore une fois, on assemble un puzzle et qui, en fonction de ce qu'on va avoir, je pense que c'est un deck qui va avoir une grosse marge d'amélioration sur le fait de le jouer encore et encore et de vraiment appréhender toutes les lignes de play qu'il va avoir, parce qu'il est assez riche au final pour un deck aggro. C'est pas juste un aggro bête qui va aller tout droit, hein. C'est assez intéressant et puis. Disons que tout ce jeu autour du blitz, comme là avec le premier intervenant, qui va nous permettre de récupérer la carte qu'on a blitzée. Alors d'accord, ok, on piochera pas, mais on récupère cette plus-value, cette force, directement sur le premier intervenant. C'est le genre de chose qui peut fonctionner, quoi. Le card avantage virtuel, il est là, puisqu'au final, on va se retrouver avec quand même une carte en plus dans notre main, sauf que le premier intervenant, il va vous laisser le choix entre est-ce que vous voulez creuser pour autre chose parce que la carte, elle ne vous intéresse pas, enfin, vous intéresse plus parce qu'elle aura fait ce qu'elle veut sur le board et vous cherchez autre chose, ou alors est-ce que vous voulez récupérer la carte parce qu'en fait, ce qu'elle fait, vous voulez le garder. Et là, il donne le choix à nous, et c'est génial. Je veux dire, avoir le choix dans une game, c'est parfait. Bon, on a quand même des créatures qui sont vraiment intéressantes dans le pack. On a certaines créatures qui veulent attaquer, hein. On a cité Etani, mais il y en a d'autres, hein. Le pack, quand vous citez que lui, vous avez le Titan de la Fournaise, quand vous jouez en Blitz pour 3-4 et que vous pouvez le remonter dans votre main, c'est quand même assez génial. Et ça vous laisse l'option. C'est ça qui est génial. On assemble vraiment ce puzzle et à nous de savoir vers où on veut l'emmener. C'est ça. Beaucoup de possibilités avec ce Blitz.
En autre carte qui va être très intéressante et qui va jouer en synergie avec le deck, on a un nouvel enchantement et aura qui est le parent proche pour 3 non 1 vert, donc enchanté créature. Quand la créature enchantée meurt, on peut mettre sur le champ de bataille une carte de créature qu'on possède avec une valeur de mana inférieure depuis votre main ou depuis la zone de commandement. Et si on fait ainsi, on renvoie le parent proche sur le champ de bataille attaché à cette créature au début de la prochaine étape de fin. Bon, Oui, d'accord. voilà, mais c'est génial. Alors déjà dans le deck ça marche très très bien, puisque on va jouer une créature avec le beast pour pas cher, on va mettre parent proche dessus, on va jouer autre chose, on va rejouer notre commandant si jamais il avait été géré. Alors bon, même si du coup, on va le remettre en jeu, on va le remettre sur le champ de bataille, donc du coup il va pas avoir le +1 si on le met avec parent proche, mais bon, c'est un moindre mal, j'ai envie de dire, vu qu'on va pouvoir le cheater. Oui, quand Ce même. qui est beau c'est que comme il est pas joué, ça passe complètement au-delà de la commande taxe. Enfin, c'est assez fort comme effet. C'est vraiment assez fort. Hein. Ouais, ça c'est... What, quoi. Enfin bon, c'est... Et ça revient en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est Oui. pas un one-shot. Oui, il revient. Le parent proche revient à nouveau sur le champ de bataille tant que la créature meurt. Voilà, bon, si elle est exilée, malheureusement, c'est perdu. Si le parent proche se fait gérer, c'est perdu aussi, mais bon. Enfin, t'es là... Après, c'est pas vraiment un problème. Après, si on a un outlet à sacrifice à côté, on dit qu'il va falloir un gérant en éphémère parce que sinon ça va devenir compliqué, quoi. Et après, en dehors du deck, pareil, là, je pense qu'on a une carte que ce soit dans les decks Aura, qui va être très puissante, ou même dans certains autres decks. Hein. C'est très très fort, une carte. Ouais, dans les deux jeux Aura qui ont quand même un certain nombre de créatures à leur disposition, hein, voilà, il faut le préciser. Ouais, ou dans certains tribaux, hein, je pense Oui. aux gens qui vont jouer Cloud en tribal dragon, ou des choses comme ça, avec des dragons qui coûtent une blinde en command zone, mais qui vont assez facilement mettre Oh mon dieu. des cartes de la même tribu qui coûtent plus cher que le commandant et qui vont pouvoir cheater leur commandant pour 3, quoi. Ouais, en effet. Ou avec des commandants qui ont des effets d'arrivée en jeu assez violents. Mais pareil, on est sur une carte qui a un très très bon niveau de puissance. On va passer maintenant au multicolore avec la valeur de résidu, une créature horreur qui coûte 4 mana, dont un noir et un vert. C'est une 3-3 qui a la menace. Et à chaque fois que la valeur de résidu attaque, exilie jusqu'à une carte de chaque type de carte, jusqu'à une carte de chaque type de carte depuis le cimetière du joueur défenseur. Mettez un marqueur +1/+1 sur la valeur de résidu pour chaque carte exiliée de cette manière. Bah là, on rentre dans les cartes vraiment intéressantes de. Bah c'est la gestion en fait. Là, on est sur l'interaction, mais qui reste dans la mécanique du deck, et ça, je trouve ça cool. Plutôt que de mettre une interaction un peu vanilla qu'on a déjà vu qui va permettre de gérer les cimetières, bah non, ils nous ont pondu une carte qui reste dans le thème aggro, parce que bon, elle n'a de 3-3 que ce qui est marqué sur la table. Hein. Quand elle va attaquer, elle va être plus souvent entre 5-5 et 7-7. Avec une petite capacité d'évasion qui est quand même sympa sur un gros body comme ça, et qui va permettre d'enlever les cartes problématiques d'un cimetière d'un joueur, qu'on va pouvoir jouer en bis parce qu'elle coûte 4 de plus. Voilà, on sent que la carte elle a été écrite pour le deck pour avoir une interaction qui reste dans le thème du commandant, et c'est très agréable. Voilà, ça c'est le petit effort de design qui est vraiment le bienvenu. Ouais. C'est vraiment cool. On sent qu'il y a des efforts qui sont faits sur les créations des decks, et puis au-delà de ça, la carte est très forte. Hein, parce que, en dehors du jeu Blitz, en fait, il y a ce côté où tu peux la jouer dans beaucoup d'autres jeux avec lesquels elle fonctionnera. Hein. Déjà, moi, un truc à la con, je pense au jeu marqueur +1/+1. Je suis là avec du noir-vert, ça fonctionne très bien. Tu peux lui donner des capacités d'évasion supplémentaires avec ça, donc ça marche bien. Dans un jeu avec Rayhan et n'importe quel autre partenaire, déjà elle a le bon CV, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que là, le fait de lui donner, si on a déjà en one shot, on lui donne le blitz, elle a la célérité, on peut gérer tout de suite ce qu'on a besoin. En plus, elle va mettre une grosse baffe au passage, ce qui reste dans le plan aggro et ce qui va permettre, comme on a vu tout à l'heure, tous nos petits enchantements rouges et noirs qui vont demander de payer des points de vie ou qui vont coller des baffes, on continue de garder la pression, et on va pas juste passer un tour à faire une gestion et à laisser tranquille l'adversaire. On va gérer un adversaire et en même temps, on va continuer à mettre la pression sur les points de vie. Donc voilà, là je dis là-dessus sans faute, une belle carte, c'est pas trop puissant, c'est bien, ça fait ce que ça doit faire, et ça s'intègre parfaitement dans le deck. GG. Ensuite, toujours dans les multicolores, on va trouver donc la confluence des Rifters, donc qui est la confluence de la guilde en question, pour 5 2 incolores, un noir, un rouge, un vert, un rituel.
On va choisir 3 et on peut choisir le même mode plus d'une fois. Donc vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Le deuxième effet de la confluence va infliger une blessure à chaque créature et à chaque planeswalker que vous ne contrôlez pas. Et le troisième effet, on peut mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain de notre main ou de notre cimetière. Space. Particulier. Ouais. Une petite toolbox. Maintenant, je pense que on a une utilité qui est quand même relativement intéressante. Moi j'aime Parce bien que le deuxième mode. Ouais, ce que j'allais dire, le deuxième mode, on est quand même sur une mini-vrasse qui nous affecte pas. Hein. Ouais. C'est quand vous avez joué sur les jeux tokens en face, ça va leur faire très mal. Ça touche les Planeswalkers, donc les jeux Super Friends, ça va permettre de pouvoir... Super Friends ou même des jeux qui auraient quelques Plays Arpenteurs, ça va permettre de, si ce n'est de les gérer, au moins de les calmer pour le temps de faire autre chose. Et l'air de rien, le dernier mode, sachant que le deck est bien fait, il y a aussi des petits terrains qui ont de l'utilité dans le deck, qui on va pouvoir faire revenir depuis notre main ou depuis le cimetière. Et ça, c'est quand même relativement cool. C'est une carte qui rentre bien dans le deck. C'est de la gestion, ça peut être du card advantage. Et après, c'est une carte qui est en dehors du deck. Je veux dire, sur un Seigneur Vent des Vertus, c'est génial. Oui, et sur d'autres commandants, que ce soit dans ces couleurs-là ou même sur les 5 couleurs, c'est bonne toolbox. Voilà, un peu cher, un peu lente dans le sens où c'est un rituel. Heureusement d'un côté, parce que le même effet en éphémère aurait été vraiment trop puissant. Là oui quand même, oui. Mais bonne carte. Pas un niveau fantasmagorique, mais bonne carte. Ça fait ce qu'on veut que ça fasse. Yep, j'ai rien à rajouter là-dessus. Et puis si vous êtes au top deck, vous la piochez, au pire ça vous fait piocher 3 cartes. C'est ça. Et la dernière nouvelle carte, c'est les Sentinelles érodées. Une créature artefact mûre qui coûte 3. C'est une 2-5. Il a le défenseur, la vigilance, la portée et le piétinement. Et elles peuvent attaquer les joueurs qui vous ont attaqué pendant leur dernier tour, comme si elles n'avaient pas le défenseur. À chaque fois qu'elles attaquent, elles gagnent +3/+3 à carrière indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok, d'accord. Voilà, il fallait qu'il y en ait une. Pour moi, voilà, c'est la carte des nouvelles cartes d'édité que je trouve qui est un peu pas tout à fait à sa place dans le deck. Je suis complètement d'accord. C'est le coup de mana fonctionne pas avec le commandant. Non. Je vois pas trop l'intérêt qu'elle a, et au-delà de ça, même sur les commandants alternatifs, parce que souvent quand on a des cartes en synergie, faire regarder d'autres commandants. Mais en fait, sur les brutes de Poutreville, vu qu'on gaude les créatures adverses, elles vont pas nous attaquer, donc ça va pas le trigger, on va pas avoir envie de la réanimer sur un adversaire. Donc voilà, pour moi, ça c'est la carte qui a pas sa place. Sa place dans le deck, quand même. Après, même si elle a pas sa place dans le deck, je la trouve intéressante au niveau de son design. Parce que oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments. Dans d'autres decks, elle va être géniale. Ouais, dans d'autres decks, elle a beaucoup de mots-clés, donc il y a certaines cartes comme Audric ou tout ça qui vont aimer, parce que lui, il va pas prendre le défenseur, mais il va prendre tout le reste. Oui, ça a l'air pas mal. Sympa. Là, ça a l'air cool. Bon, c'est une créature défenseur mûr, donc il y a d'autres decks qui vont l'utiliser, et sachant qu'elle va pouvoir attaquer nativement quand on va nous attaquer. Le design est sympa, mais c'est juste pas dans ce deck. Voilà. Dans les decks politiques en général, les decks pilo fortes, je pense qu'elle aura sa place ici. Voilà, donc c'est exactement le genre de carte qui va être sympathique dans ces decks-là et qui va bien fonctionner. Ouais. Ou alors sur certains decks qui vont jouer beaucoup de rastables. Bon, c'est assez cool parce que dès qu'on nous attaque, on va attaquer avec, elle prend indestructible, on rage la table derrière et nous on la garde avec la vigilance. C'est ça. Voilà. Mais bon, là, je trouve que c'est dommage. On aurait pu avoir autre chose d'un peu plus pas forcément fort, mais synergique. Voilà, c'est ça. On va maintenant passer aux rééditions. On va évoquer vite fait quelques cartes qu'on a mis de côté pour vous dans quelques stratégies qui représentent bien le deck et de bonnes rééditions en plus. Notamment les 3 premières, parce que bon, vous l'avez remarqué, on parlait un petit peu du fait qu'on devait cheater des coups de mana, qu'on devait mettre des grosses bêtes sur le champ de bataille. Et il y a du choix au niveau des rééditions. On a eu ce choix au niveau du nombre de grosses créatures et de synergie avec ces grosses créatures qui sont présentes. Et les 3 premiers, on a le Primus Chutebois, le Vengeur de Zendikar, le fameux, et la Vengeance en chasse, qui sont toutes les 3 très bonnes. Le Primus, il y a quand même ce petit côté ah oui, je permets de gérer les permanents non créatures. C'est quand même pas mal, parce que bon, les créatures, hein, on a plein de moyens de les gérer. Mais le reste, il faut un peu plus de solutions. Plus la persistance, qui fonctionne bien avec le Blitz. Ça, c'est génial, voilà. Le Vengeur, c'est le Vengeur, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter.
au niveau du board qu'il peut créer, derrière la synergie qu'il peut y avoir avec les terrains, donc bon, voilà, c'est pas grand chose à rajouter. Et la vengeance en chasse qui fonctionne tellement bien avec ce pack, parce qu'elle compte sur la mort de nos créatures pour mettre des blessures un peu partout, et c'est juste ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, c'est 3 cartes qui fonctionnent très bien, des bonnes grosses bêtes qui ont un bel impact en fait, grâce au blitz, ou bien tout naturellement dans le pack, hein. Tu peux le jouer comme ça aussi quand t'as assez de mana. Quand on regarde la liste, c'est vrai que c'est pas un deck qui va avoir du mal à jouer ses gros coups de mana, hein, parce que là, pour Non. le coup, ils ont vraiment intégré du ramp de qualité. Et donc, non, là, je veux dire, on voulait de la grosse bête, on a été servi, hein, ils nous ont mis vraiment des grosses bêtes et surtout des bonnes grosses bêtes. On n'a pas eu des espèces de gros tons vanilla qui font pas grand chose. Là, on a ce qui se fait le mieux dans les gros tas des couleurs. Mhm. Ceux qui voulaient retourner à la table en jouant des créatures, vous êtes servis. Hein. Puis après, quand on commence à avoir un commandant qui a été joué 2-3 fois, commencer à jouer des Primus Chute Bois à 5 avec la persistance, qui en plus ont pioché une carte, c'est relativement sauvage hein, comme play. Hein. C'est très, très intéressant. Il y a les bonnes grosses bêtes qu'on voulait voir. Ouais. D'ailleurs, les 3 cartes suivantes sont aussi dans la même lignée des grosses bêtes. On a la Régente Porte-Mort, le Gardien Vert de Murasa et le Déferlement de l'Orage de Guerre. Et là, d'un seul coup, choqué. Mais attends, mais le dernier, c'est pas une grosse bête. Non, mais ça fonctionne très bien avec les grosses bêtes et avec le Blitz. Oui. Bon, voilà, ça fait mal. Il paraît. Non, c'est propre. Alors voilà, comme on disait, la Régente Porte-Mort, elle va très bien fonctionner avec le commandant principal. Par contre, voilà, avec les commandants secondaires, malheureusement un peu moins. Mais le Blitz joue de la main, en fait. On a la Régente Porte-Mort, on réduit le coup, on joue de la main, on rase la table, et puis elle reste sur table, elle met sa baffe vu qu'elle a la célébrité. On pioche une carte. C'est un bon rasboard, en fait. Bien. Un bon rasboard avec une claque et une pioche. T'es là, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Merci, madame. C'est ça, et puis au final, ça tue notre commandant, mais comme on a dit, si vous avez quoi jouer la Régente Porte-Mort, c'est que de toute façon, le commandant, vous aurez à peu près de quoi le rejouer. Oui. Et comme vous allez le rejouer, il va encore baisser les coûts de 1 supplémentaires. Vous avez pioché les cartes avec la Régente, donc non, ça n'en finit plus. C'est ça, le Gardien Vert de Murasa, alors lui, c'est une machine ACA monstrueuse dans le deck, hein. il fait du +3, voire du +4 si on compte lui-même. Quand on commence à jouer pour 4, une 5-4 qui met une tarte et qui vous récupère 2 cartes, c'est quand même la violence. Hein. Ouais, une bonne carte. Je l'ai joué pendant un bon moment d'ailleurs en EDH. Hein. J'avoue que. Ouais, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Ça vous donne la meilleure option de ce que vous avez déjà joué, quoi. 2 fois. Exactement. C'est très très fort. Puis l'événement de l'orage de guerre, ça met des tartes. C'est pas subtil, mais alors qu'est-ce que ça marche bien. Je pense qu'il y en a qui ont déjà dû se le prendre dans la tronche, dans les decks justement qui jouent éventuellement les tribaux dragons qui ont tendance à jouer ce genre de cartes qui mettent des grosses blessures. Oui. Voilà, dès qu'on commence à avoir des grosses bêtes en masse, c'est exactement ce qu'on veut voir. C'est clair. D'ailleurs, pour la blague, je me demande si NZ pourrait pas être joué en tribal dragon avec le Blitz. Probablement. Je pense qu'il y a un petit délire à faire dans le genre. Et les 3 dernières rééditions dont on voulait vous parler, alors c'est loin d'être les seules qui sont intéressantes, hein, parce que voilà, on en évoque 9 ici. Mais honnêtement, allez voir la liste du deck parce qu'il y a vraiment plein de bonnes choses. Mais ici, celle qui fonctionne très très bien avec NZ en commandant, c'est le Bond d'évolution, le Smilodon Témurien et le Rituel de la Moisson de Mort. Pourquoi ? Parce que Bond d'évolution permet de sacrifier des créatures pour aller récupérer de la plus-value derrière, donc t'es là, oui, c'est bien. Smilodon Témurien lui permet de outrepasser le sacrifice en blitz à la fin du tour, donc c'est génial. Et le Rituel de la Moisson de Mort, il nous fait piocher une carte en plus en fait, sur nos blitz. Donc ouais, super. En plus, sur nos blitz ou bien sur la mort de créatures adverses d'ailleurs, c'est quand même le truc pas mal. Donc de la plus-value, de la bonne synergie avec la stratégie, avec le blitz et avec le commandant, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, et puis on est toujours dans cette même optique, hein. C'est qu'on a un deck qui est quand même à la base un deck qui est un deck aggro, hein, mais qui a une plus-value et un card advantage qui est quand même assez phénoménal. Hein. On n'est pas sur des decks aggro hyper rapides, dans le sens où on est un peu limite même sur un deck qui se veut un peu rampe. Mais alors par contre, c'est un deck dans lequel vous allez rarement manquer de gaz. Ouais, et avec beaucoup de synergie aussi. Ouais, beaucoup de synergie, beaucoup de solutions différentes, parce que le bon de l'évolution, il vous permet de faire des choix qui sont quand même intéressants. Et puis bon, si vous sacrifiez une créature qui a blissé, on fait quand même du +2, hein, donc là on est vraiment pas dégueulasse. C'est vraiment intéressant. On a un deck qui va pas s'essouffler. En fait, on a un aggro qui va mettre des gros starts, qui va pas s'essouffler, et qui, plus la partie va durer, plus les effets vont être intéressants grâce au blitz qui va s'améliorer.
Et quand on commence à piocher 4-5 cartes dans le tour, ce qui est vraiment pas déconnant avec ce deck-là, hein, que ce soit encore des pioches, hein, c'est pioche ou récupération de cartes, on va commencer à avoir beaucoup d'options sur le blitz. On va même commencer à pouvoir blitzer 2 cartes par tour. Quand vous commencez à blitzer 2 cartes par tour, vous mettez une pression, vous récupérez 2 cartes à la fin de tour. C'est énorme. très très fort. Ouais, c'est vraiment énorme là-dessus. C'est un deck qui, s'il n'est pas géré assez vite dans la partie, il va être compliqué à arrêter après. Ouais. C'est un peu ton avis sur le deck global. Je vais rajouter le mien du coup. Mais c'est vrai que c'est un deck qui propose énormément de synergie là-dessus. Moi j'ai été assez impressionné de le voir tourner. Par contre, voilà, pour l'avoir vu tourner préconstruit contre préconstruit, c'est un deck qui a de la réponse. Honnêtement, on n'a pas parlé en détail parce que là on aurait mis 10 minutes de plus. Parce qu'il y a de la gestion, il y a de la rampe, la mana base elle est propre. Ils ont fait une belle mana base qui est la même pour tous les decks, et honnêtement, c'est génial. Je trouve qu'ils ont bien fait. Mais derrière, ce que j'ai pu voir en game directement contre ce deck, c'est le fait que s'il se fait gérer trop régulièrement, et surtout si les gens en face arrivent à encaisser les créatures qui sont blitzées, il s'essouffle très vite pour le coup. C'est vraiment un deck d'un seul coup qui peut tomber en panne complète parce que les adversaires en fait ils ont trop bien résisté à mes attaques parce qu'ils avaient un board également de leur côté, parce que j'ai eu les créatures peut-être les moins impactantes du pack, parce que mon commandant a été géré 3 ou 4 fois, oui. On est comme ça, hein, voilà, quand on fait attention, on voit Enzi qui est là, c'est vrai que c'est quand même une sacrée menace à lui seul. Tu te dis, mince, mais la main ça peut devenir vraiment une belle toolbox, et il y a une plus-value énorme qui peut être faite très rapidement, quoi. Donc, c'est peut-être le problème, c'est que le commandant peut perdre, enfin le deck peut perdre en punch, et là, il faut voir, peut-être on va avoir un peu plus de pioche, etc. dans le deck. Est-ce que c'est possible? Normalement, oui. La réponse est oui. Et il y a probablement 2-3 cartes qu'il faudra changer pour le rendre un peu plus résilient sur le très long terme, et sur les parties justement où on est un peu focus, quoi. Voilà. Même plus que de la pioche, c'est de la protection pour le commandant dont il va avoir besoin. Aussi. Parce qu'à la pioche, on peut en faire, même si, comme je dis, le problème c'est qu'en fait, une fois qu'on s'est fait gérer tout le board, le deck va ramer à redémarrer. C'est ça. Le problème. C'est ça. Par contre, tant qu'on nous laisse quelques pièces à gauche à droite, ça va. C'est là où les enchantements sont intéressants. Par contre, oui, dès qu'on se fait raser complètement la table, là c'est dur. Ou alors envisager quelques réanimations de masse, Living Death. Ouais, par exemple. Le plan réanimateur est complètement adapté au deck. Hein. Ouais. Mais il a pas du tout été intégré dans le deck de base. Il y a une carte dedans qui parle de réanimation. Pourtant, le commandant marcherait très très bien avec, hein, mais oui, c'est pas la voie qu'ils ont empruntée pour. Ouais. Après, voilà, je pense qu'ils ont voulu proposer quelque chose de plus grand public, parce que réanimateur, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier qui parle pas forcément à tous les joueurs. Non, clairement. Voilà. Mais en tout cas, un beau pack. Je pense que le réanimateur est clairement une des options pour améliorer le deck. Mais en tout cas, voilà. Ouais, fort beau pack. Même nous, on a discuté un peu au niveau des évaluateurs. On est quand même sur des packs qui ont un level un peu plus élevé que ce qui se faisait avant. Oui, c'est vrai qu'il y a eu tout le débat sur un peu l'augmentation des prix. Alors certes, le prix a un peu augmenté, mais réellement le power level du deck est là. Hein. Ouais. Les packs sont plus consistants pour le coup. Ouais. Puis c'est des packs. Alors oui, c'est certes le prix est un peu plus élevé, mais pour les gens qui veulent acheter le pack pour ensuite l'améliorer et en faire leur premier ou pas d'ailleurs deck pour Commander, derrière vous n'allez pas devoir dépenser des milliers de cents pour avoir un pack qui tient vraiment la route. Dans le sens que le pack déjà de base en sortie de boîte est très très consistant. Je pense que probablement ça a été la volonté de Wizard de proposer des packs qui sont justement plus consistants et qui ont moins de lacunes pour que les joueurs puissent les jouer vraiment agréablement dès leur sortie de la boîte, quoi. Là sur les deux decks qu'on a commencé à regarder, oui effectivement on est là-dessus, et de ce qu'on a pu voir sur les 3 autres decks, ouais clairement il n'y a aucun deck qui est complètement en dessous. C'est très bien monté, et les synergies sont là, il y a les staples, il y a des rééditions ou des nouvelles éditions de cartes qui sont très intéressantes. Donc, oui, là on peut y aller les yeux fermés, c'est des decks qui sont très solides. Ce qui justifie d'autant plus le fait de dire que ce sont des 6 pour l'occasion. Donc voilà. Oui, alors lui c'est comme celui d'avant, hein, on est sur des vrais 6. Là on n'est pas sur les decks qui tendent vers le 6 parce que le commandant est un peu fort. Non, là on est sur du vrai 6. Et une synergie globale qui justifie tout ça.
c'est ça. Et avec un budget qui est pas excessif, on peut très vite passer sur du 7 assez facilement. Ouais. Et pour ça, il faudra venir voir les 20 in, 20 out sur les réseaux sociaux de la tour. Voilà. Disponible dès demain sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc profitez-en, allez y jeter un coup d'œil. Et puis du coup, vous découvrirez quelles améliorations on vous propose pour améliorer ce deck-ci. La sauvagerie des riveteurs. Mais en tout cas, ouais, c'était déjà une belle liste. Et il y en a encore 3. Mon Dieu. C'est pas fini. Et spoiler, elles sont toutes vraiment intéressantes. Voilà. J'avoue que ça donne du rêve un petit peu, cette extension de la nouvelle Capenna. On espère en tout cas que vous aussi vous avez été convaincu par ce deck, ou pas. Voilà, peut-être que vous êtes pas trop blitz, tout ça. Vous préférez la subtilité, le raffinement, voilà. Donc peut-être l'un des prochains decks qui vous plaira un petit peu plus. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Merci à toi, John, d'être venu. Merci à toi. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous. Salut.